Bienvenue ce soir pour le nouvel apérobo. Donc un apérobo quand même de grande envergure, parce que on se disait ouais, il y a pas mal de trucs qui passaient au CES. Bon, nous on n'y était pas. Bon, après c'est une histoire de budget, hein, chacun voit comme il veut. Et ce soir on a Loïc qui était déjà venu à l'apérobo auparavant parce qu'il avait un projet de chaîne YouTube et il a mis sa chaîne YouTube pendant un petit moment en pause parce qu'il avait un très très gros projet mais il voulait pas le nous dire en plus à l'époque. Et bah maintenant on sait pourquoi. Parce qu'il travaille pour une société qui s'appelle Enchanted Robotics, qui était au CES là dernièrement, donc c'est tout frais. Et ils étaient avec un robot de folie où ils ont intégré pas mal de technologies à l'intérieur. Et franchement, c'est le robot le plus abouti que j'ai pu voir à l'heure actuelle. Surtout en interaction et avec tous les services de l'ordre. Je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il y a Loïc qui est avec nous ce soir, mais qui était en train de partir, mais il va revenir. Donc je vous présente Loïc. Donc, bonsoir, enchanté. Donc voilà, il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il a fait pour Enchanted Robotics, et qu'est-ce que c'est surtout derrière, et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis nous expliquer un petit peu d'où il vient aussi en même temps, tant qu'à faire. Et bah c'est parti. On attaque. Ok, du coup bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Loïc Le Dévéat, je suis ingénieur en robotique, comme beaucoup de gens ici j'imagine. En tout cas, je suis aussi passionné de robotique. Et ça fait donc des années que je travaille dans la robotique. Je suis passé par Parrot au début de ma carrière, ensuite par Wondercraft, donc sur des exosquelettes médicaux. Et dernièrement, j'ai rejoint une nouvelle entreprise qui s'appelle Enchanted Tools. Et du coup, c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Et ah oui, et juste avant, entre-temps, oui, j'avais fait une chaîne YouTube aussi sur la robotique. Et j'ai ressorti une vidéo aujourd'hui sur le CES. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir aussi après. Et donc pourquoi je suis là ce soir ? C'est pour vous parler d'un nouveau robot. Du coup, on va attaquer tout de suite par une petite vidéo. Donc, Miroki est venu chercher sa rune qui est tombée sur Terre et son but, c'est quoi? Donc vous avez vu, c'est un robot humanoïde qu'on a conçu vraiment comme un personnage. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit utile, c'est qu'il apporte, qu'il réponde à un vrai problème, un vrai besoin. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est du déplacement d'objets automatique dans des endroits où les humains interagissent. Donc dans des endroits standardisés et dans des milieux sociaux. Et le but, c'est pouvoir lui donner des commandes naturellement, via du langage naturel, donc de ne pas avoir besoin de le programmer pour qu'il puisse faire des tâches utiles. Et donc notamment ce qu'on appelle la logistique sociale. Et un des premiers marchés dimensionnants qu'on vise, c'est les hôpitaux. Et on peut attaquer directement sur les specs si vous voulez. Donc vous avez pu voir plusieurs choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein.
En gros, l'idée, c'est qu'on veut combiner vraiment 3 fonctions fondamentales qu'on trouve dans la robotique. C'est l'interaction homme-machine, qui est un domaine vraiment hyper important pour nous. Notamment, on travaille en partenariat avec la société Spoon, qui a été créée par notre fondateur avant celle-là. Et on travaille sur un concept qu'on appelle l'interaction animale, que je pourrais vous expliquer un peu plus ensuite. Le deuxième, c'est la navigation, donc être capable de se déplacer dans un environnement. Donc on ne veut pas juste faire un robot qui est mobile, mais on veut qu'il se déplace, qu'il soit autonome. Et le dernier, c'est la manipulation, donc avoir des bras, pouvoir prendre des objets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une approche, c'est qu'on ne veut pas être les meilleurs dans ces 3 domaines-là, on veut être les meilleurs à la combinaison des 3. C'est des sujets de recherche, c'est des sujets où l'état de l'art est hyper difficile. Vous avez pu voir des vidéos de robots à droite, à gauche qui font des trucs de ouf. Nous, notre but, c'est de simplifier ces 3 trucs-là, mais de faire en sorte qu'ensemble, ils apportent vraiment de la valeur et qu'ils fonctionnent. Et donc pour ça, on a fait des choix assez radicaux. Par exemple, au niveau de la manipulation, le robot ne va pouvoir prendre qu'un certain type de poignées qui ont été conçus pour être portés par lui. Et ça permet de s'assurer qu'il sera capable de les prendre à chaque fois ou de manière beaucoup plus fiable que si on disait qu'il est capable de prendre n'importe quel objet du quotidien des humains. Deuxième chose, donc la navigation, vous voyez qu'on parle de robot humanoïde parce qu'il a une tête et des bras, par contre il n'a pas de jambes. Il tient en équilibre sur une boule. Donc c'est un système de déplacement assez unique qu'on voit très peu dans des robots, qui est disponible dans la recherche. Et une des propriétés qu'on aime beaucoup là-dessus, c'est ce qu'on appelle la compliance. Donc c'est le fait qu'on puisse le prendre, le pousser avec un doigt, et en fait il va se pousser. Et c'est une propriété super importante pour un robot, notamment qui évolue au milieu des humains, parce que on veut pouvoir, on veut pas qu'il nous gêne, quoi. Imaginez qu'il est dans un hôpital, on a une urgence, on veut passer, juste on le pousse, et c'est naturel, c'est intuitif. Et le dernier, c'est donc l'interaction. C'est pareil, on ne veut pas faire de fausses promesses en disant que on va pouvoir dialoguer avec le robot, lui demander la météo, parler de philosophie, c'est pas le but. Par contre, on veut pouvoir lui donner des commandes, lui dire tous les jours à telle heure, prends tel objet, mets-le à tel endroit. Et lui, il va être capable de nous expliquer sa mission, ce qu'il est en train de faire, et de le comprendre. Et en plus de ça, l'idée c'est qu'on ne veut pas faire seulement une machine, on fait un personnage. Et le but c'est qu'on donne vie, qu'on donne une apparence de vie à ce robot pour que juste ce soit, on ait envie de travailler avec lui en fait. Et du coup, en fait j'avais des slides pour expliquer tout ça. Donc vous voyez les poignets, et donc l'idée c'est qu'il est capable d'attraper des poignets, on peut les accrocher sur plein d'objets différents, et donc ça permet de multiplier le nombre de choses qu'il est capable de prendre. Et une autre propriété intéressante, c'est que du coup l'utilisateur sait ce que le robot est capable de prendre. Donc ça simplifie aussi l'usage du robot. Et donc en termes d'agilité, je vous ai expliqué tout ça, donc du coup on n'a pas les petits gifs. Et l'interactivité, donc on a conçu même plusieurs personnages, donc là on a révélé Miroki, mais il y a le suivant qui arrive, qui est Miroka, qui est sa sœur. Et l'idée c'est de pouvoir donner une personnalité, une backstory, des intentions au robot, et l'incarner. Donc après je vais vous expliquer un peu par quoi on est passé. Donc on a vraiment ces deux aspects. L'aspect character design, on a commencé par ça. En vraiment travaillant comme si on créait un personnage de jeu vidéo. Et donc on a fait plein d'ébauches, plein de dessins, et on a essayé d'imaginer l'univers du personnage, son histoire, ses envies, ses ambitions, ses amis, ses relations. Ensuite, en termes de technologie, donc on se base sur des techniques du monde du jeu vidéo, notamment la modélisation, l'animation 3D. Mais le but, c'est de créer un pont entre ce domaine-là qui est virtuel et la réalité. Et donc ça, on va le faire au travers de l'ingénierie, de la robotique. Donc on donne vie au personnage grâce à la robotique.
Et bon, c'est dommage, vous n'avez pas tous les petits gifs. Mais donc, il y a un concept qu'on aime beaucoup, qui est l'interaction animale et l'apparence de vie. Et donc, à travers le mouvement, à travers toutes les petites interactions assez subtiles, assez même inconscientes parfois, le but, c'est que ça ait l'air naturel d'interagir avec le robot et qui nous reflète notre existence, en fait. Et donc, pour ça, on se base sur plein de technologies. Donc, l'interaction animale et la sémantique, le langage naturel. Pour naviguer, on va utiliser des technologies de robotique, de navigation, de mapping et de localisation. Vous avez vu qu'il est en équilibre, donc il doit tenir sur une boule pendant qu'il est en mouvement. C'est des problèmes assez intéressants en robotique, et en plus prendre des objets. Et du coup, bon, il y a des bonus avec des vidéos que nous n'aurons pas. Malheureusement, bon, vous pouvez aller voir sur YouTube, sur notre chaîne, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, je suis disponible pour vos questions. Alors pour les questions, vous me donnez 2 secondes. Je cours vers la personne qui pose la question, j'arrive et je lui donne tout de suite le micro. Alors attendez. Alors, vas-y pour la question, c'est parti. En fait, moi je voudrais savoir si jamais il n'y a plus de batterie, s'il y a un problème quelconque, est-ce qu'il tient toujours en équilibre ou est-ce qu'il tombe? Alors, il se casse la figure ou pas? Alors là, ce qu'on a révélé, ce qu'on a fait, ah oui, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que ce que vous voyez là, c'est un robot qu'on a fait en 1 an. On a commencé l'année dernière et en 12 mois, on a sorti un prototype. On a levé 15 millions d'euros et du coup, on y est allé à fond. On est une 50aine d'ingénieurs plus des partenaires pour faire ça. Et donc, c'est un prototype. À l'heure actuelle, s'il se coupe, il tombe. Mais bien sûr, le robot final n'aura pas ces problèmes-là et donc on réfléchit à une solution passive, ou en tout cas à faire en sorte que ce ne soit pas un problème. Mais notre but, c'était de montrer les fonctionnalités du robot, ses propriétés, et donc notamment cet équilibre qui est assez magique, et tout le reste que je viens de vous présenter. Ah, il y a encore une question. Bah, mais après c'est bien que les gens la posent quand même. Vas-y mon petit, dis-moi ta question. Alors moi je voudrais savoir... Non, je voudrais savoir, puisqu'il est prévu de fonctionner en tout cas dans des hôpitaux, est-ce que des choses ont déjà été pensées pour, notamment en termes de normes, d'hygiène, comment par exemple la boule qui roule par terre, comment elle va être nettoyée, tous les objets qui sont en contact. On a vu notamment pendant le confinement qu'il a fallu utiliser différentes technologies, notamment des ultraviolets, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà pensées en place ou qui seront développées sur ce robot qui est prévu en partie, de ce que vous avez dit, dans le milieu hospitalier? Question calée. On voit qui c'est qui la pose, c'est normal. Ok. C'est une question super intéressante. C'est clair que dès que tu mets une machine dans un hôpital, ça implique énormément de contraintes de sécurité et normatives. Et donc on prend tout ça en compte. Après, on n'en est pas encore à là dans le développement du robot. Mais typiquement aujourd'hui encore, on parlait d'une société qu'on avait rencontrée au CES qui fait des revêtements antimicrobiens pour les objets. Et donc on regarde, on est attentif à ça et on est conscient de la difficulté. Alors, la question c'est est-ce qu'il portera une Charlotte? On vient de vous dire. Ah, vas-y, on peut remettre le son. Vas-y. Donc déjà, la question, est-ce qu'il porterait une Charlotte? Il perd pas ses cheveux, donc c'est pas nécessaire. Alors sur Zoom, on avait une question justement. Vas-y, pose la question. D'accord, c'est Mike. La question, c'est Miroki, le déplacement d'objets. Dans l'hôpital, on parle beaucoup d'une infirmière qui se retourne vers le robot qui dit « J'ai besoin d'un drap de lit et j'ai besoin d'un oreiller de lit. » Qu'est-ce que Miroki peut porter? Alors, donc comme je disais, l'idée c'est que tout passe par les poignées et les runes. Donc les runes, ce sont des petits capteurs que le robot peut localiser et il peut savoir quand elles ont été bougées, quand on a appuyé dessus. Et donc le but c'est d'instrumenter des objets
via les poignées et via les runes. Donc il suffira de prendre un panier et dire au robot, ça c'est le panier de linge propre. Et après on pourra lui dire, va chercher tous les jours, va chercher le linge propre et amène-le dans telle pièce. Est-ce que ça répond à ta question? Pas vraiment. Quand je vois des robots d'hôpitaux en ce moment, l'infirmière dit j'ai besoin d'un drap, et j'ai besoin de 3 serviettes et j'ai besoin de ça. Le robot rentre dans une chambre ou dans une salle où il y a tout rangé et le robot prend chaque chose qu'on lui a demandé. Sauf que le robot n'est pas assez intelligent. Si quelqu'un met des oreillers où il devrait avoir des draps, il revient avec des oreillers au lieu de draps. Est-ce que je comprends le concept des runes et du sac à linge, mais j'apprécie beaucoup que vous avez fait quelque chose d'incroyable en une année. Et avec seulement 15 millions d'euros, c'est incroyable ce que vous avez atteint. Mais est-ce que vous... ouais, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas. Alors je vais... Ouais, j'ai compris la question, je comprends tes doutes. Clairement, c'est un truc... On a des partenariats avec des hôpitaux à Paris et on commence des expérimentations avec eux justement pour essayer de raffiner ces problématiques et d'identifier la meilleure façon de l'utiliser pour que ça serve vraiment à quelque chose. Et le but, c'est que le robot il soit collaboratif. Ça va être un allié des soignants. Et donc, l'intérêt, c'est aussi que les gens n'ont pas forcément... le but, c'est qu'ils ne soient pas mal intentionnés et fassent exprès d'inverser les trucs. Tu ne ferais pas ça pour un collègue. C'est un prank. Tu peux pranker le robot, mais dans ce cas-là, tu as les mêmes conséquences. Dans un hôpital à 4 heures du matin, quand le monsieur vient de mettre le linge partout, il n'est pas toujours réveillé, ou mademoiselle qui le met, ils ne sont pas toujours réveillés pour savoir ces choses. Ils mettent où ils pensent que... Et il n'y a personne qui fait le contrôle après pour savoir. Mais la question du début, la première question, c'était quel poids est-ce que Miroki peut porter? En effet. Merci. Donc la réponse c'est pour l'instant on l'a conçu pour porter 1,5 kg par main. Donc à 2 mains 3 kg. Et après l'idée c'est qu'il peut aussi tirer des chariots qui sont plus lourds ou même juste soulever des charges qui sont plus lourdes. Merci. J'aurais une question si vous m'entendez. Oui, alors on avait une autre question dans la salle d'abord. Alors, je déplace le micro. Ah, il y a le serveur qui est avec nous. Effectivement, on est dans un bar ce soir, il ne faut pas l'oublier. Bonsoir. Il n'y a pas trop d'écho là? Donc, comme je suis loin, il n'y a pas d'écho. D'accord. Donc je vais rester en dehors du champ. Comme ça. Alors déjà, bravo. 12 mois pour sortir un robot sur une boule. C'est magnifique. Merci à vous. Merci à votre équipe. Je sors d'un protocole à l'hôpital. Donc j'ai pu voir très exactement comment fonctionnait le service. J'ai eu beaucoup de chance. C'était un protocole neurologique. Je suis rentré, il me manquait une jambe. Je suis sorti, j'avais retrouvé ma jambe. Voilà. Et il y a effectivement plein de robots qui pourraient être très utiles dans ces services. Parce que c'est parfois un peu dense. Et ça peut tomber sur n'importe qui d'entre nous. Il suffit d'une mauvaise habitude, un TMS, même à 20 ans, on peut déjà avoir un contact avec un service neurologique pour une dépendance physique, mécanique, improbable. Et franchement, votre proposition, nickel. En revanche, il y a un certain nombre de questions que j'aimerais évoquer avec vous, mais peut-être dans un entretien différent.
en particulier tout ce que vous avez évoqué sur l'interface homme-machine et la manière avec laquelle vous appréhendez le personnage du robot par rapport à la personnage du patient et le rôle que l'assistant thérapeutique peut avoir entre le trauma du patient et le schéma ergonomique de l'assistant pour aider le patient à accompagner le soin qui, au-delà de la charge qu'il est capable de porter dans une main, sa simple présence pourrait être déjà très pertinente. Voilà. Donc, par rapport à ça, 50% du soin, c'est le bisou qui peut être fait par la mère sur le pansement. 50% du soin, c'est la manière avec laquelle on répond à la personne suite au trauma, quel qu'il soit. Une piqûre de guêpe, un bobo, ou quand vous sortez d'un accident de bagnole, la manière avec laquelle on va vous parler. C'est 50% du soin. Très pertinente la question, effectivement. Tu as compris, ok. Merci pour cette question, c'est une remarque vraiment intéressante. Justement, l'idée, c'est qu'on veut permettre aux humains, aux soignants, de se concentrer sur le soin et sur l'humain en les déchargeant des tâches répétitives. Et c'est vraiment ça le but principal. Après, on a aussi cette vision un peu, donc on est Enchanted Tools, on mélange le pratique, l'outil et l'enchanté. Et donc si on peut en plus de ça apporter un peu de merveilleux, notamment dans le quotidien des gens à l'hôpital, tant mieux. Mais pour nous c'est plutôt un effet secondaire du fait que le robot soit conçu comme un personnage. Question suivante. Voilà, je reviens. Oui, apparemment sur Zoom, on aurait une question, d'après ce que j'ai compris. Vas-y Cyril, on t'écoute. Allez, bonsoir, bonsoir Loïc, bonsoir tout le monde. Salut à tous les robots présents ou absents. Loïc, superbe création. Ça donne vraiment envie de le croiser. J'allais dire ce petit bout de chou, quoi qu'un mètre 23, ça commence à être très sympa parce que justement, on peut lui faire du mouvement et c'est suffisant. Ma question, c'est, alors, il est assez récent, donc j'imagine que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais est-ce que dans votre planning, vous avez une espèce de visibilité, peut-être à 6 mois ou 1 an, le moment où peut-être vous ouvrirez Miroki et Miroka à des développeurs à travers un SDK. Par exemple, moi, Alpha Robot, je développe des logiciels, des applis, mais aussi des ateliers, des activités autour de Nao, autour de Buddy, et pourquoi pas à l'avenir autour de Miroki. Donc, est-ce que c'est prévu et à quel horizon? Vas-y, je te laisse répondre directement. Il faut que je le développe d'abord, le SDK. Oui, c'est clairement prévu. En fait, l'idée, c'est qu'on veut en faire le plus possible et on sait qu'on ne pourra pas nous-mêmes le customiser pour chaque verticale. Les hôpitaux, les hôtels, les restaurants. Pareil pour les accessoires du robot, donc les poignées, les runes. Donc on veut pouvoir ouvrir ça à des entreprises tierces, à des développeurs tiers pour le personnaliser, le customiser et faire des applications en plus. Et on sait très bien que la robotique, ça intéresse aussi beaucoup le monde de la recherche. Donc on va clairement aussi commencer par ça et fournir le robot comme plateforme aux chercheurs. Mais on garde en tête l'objectif, c'est de faire un produit utile pour les gens. Et donc en termes de timeline, je ne peux pas répondre clairement, mais d'ici normalement 1 an et demi, on devrait avoir les premiers prototypes disponibles. Ok, super. Une question, est-ce que vous auriez une estimation, une approximation du prix, une fourchette? La question qui tue. Un râteau, en vrai, on a donné des chiffres précis. J'ai pas mis ça sur les slides, mais c'était dessus. On vise à peu près 30 000 € pour le prix d'achat du robot final, plus un abonnement ensuite mensuel. Et on veut, à 10 ans, on veut en avoir produit à peu près 10 000 par an, donc avec un ramp-up progressif, donc atteindre à peu près 100 000 robots. Donc ça a l'air énorme comme ça. C'est une grosse ambition.
Mais on se base aussi sur une expertise française de la robotique humanoïde. Notre fondateur, c'est Jérôme Monceau, donc il a travaillé sur Nao et Pepper avant, donc il a cette expérience-là. Et on a plein aussi d'anciens de SoftBank et d'autres entreprises de robotique. Donc on y croit. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en aurai une dernière. C'est en fait, si je puis me permettre, hein, on a tous, passionnés de robotique, une question de fond qu'on a depuis des années, c'est comment transposer notre passion justement sous une forme business, pouvoir en vivre. Donc on réfléchit tous au cas d'usage. On a vu les expériences Nao, Pepper, à la fois magnifiques, mais peut-être avec encore un petit point d'interrogation aujourd'hui. On voit Buddy qui démarre assez fort. Cependant, on a l'impression que c'est évident, que les cas d'usage vont être évidents, qu'il y a des business models, que ça va rapporter beaucoup d'argent et qu'on va pouvoir travailler de nos passions. En fait, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Je vois avec intérêt que vous êtes parti sur le cas d'usage de la logistique sociale, qui est quand même quelque chose de très particulier. Loïc, si je peux te tutoyer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors pourquoi ça? Pourquoi pas autre chose? Est-ce que vous avez envisagé autre chose? Et du point de vue général de cette réflexion, comment arriver à trouver les bons cas d'usage pour que la robotique explose en France et ailleurs? C'est une question difficile. Déjà, première chose, donc, si je te rejoins complètement sur le côté, la robotique, c'est un domaine passionnant. C'est un truc hyper complexe et assez... c'est très stimulant. Moi, ça me passionne depuis des années. Et donc, à chaque fois, je me suis posé la question, comment pouvoir en vivre de ma passion. Et il y a plusieurs façons à ça. Et donc, oui, quand on crée un robot, c'est mieux quand même qu'il y ait un business derrière et qu'on puisse le vendre, simplement pour pouvoir le faire exister. Et du coup, donc pour en venir à la logistique sociale, honnêtement, je ne pourrais pas te répondre complètement là-dessus. Pour ça, il faudrait poser la question à Jérôme derrière. Mais le but, c'est que justement, au lieu d'aller dans le fantasme de faire un robot humanoïde hyper complexe, on voit par exemple ce qui a été présenté par Tesla sur le Tesla Bot, un truc très générique qui peut vraiment tout faire. On simplifie une partie de ces problèmes pour se dire qu'on est capable, on est conscient qu'on va réussir à aller jusqu'au bout et produire de la valeur avec. Donc il y a des choix radicaux là-dedans pour pouvoir permettre ça et faire en sorte que ça apporte de la valeur. Et ensuite, le choix du déplacement d'objets et notamment de l'hôpital, ça vient aussi de notre autre fondateur, donc Samuel Benveniste, qui lui a travaillé à l'hôpital pendant des années, donc qui a vu tous les problèmes de logistique qu'on a à l'hôpital, qui les connaît très bien et qui sait qu'il y a de la valeur à apporter à cet endroit-là. Et notre but, maintenant, ça va être d'aller la chercher et de trouver les meilleurs usages du robot pour ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit à la fois suffisamment générique via le système des poignées, via la programmation vocale, pour qu'il ouvre un champ des possibles suffisamment large et en même temps qu'on trouve des verticales précises qui apportent de la valeur tout de suite. Je ne sais pas si ça répond. C'est parfait. Merci beaucoup. Puis très bonne continuation et j'espère à bientôt. On avait une réverb, mais bon. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, absolument. Merci beaucoup. Très bonne continuation. Puis j'espère je t'en prie. À bientôt. Je te remercie. Alors, dans la salle, est-ce qu'on a des mains levées? Oh, il y en a plein. Là, c'est bon, on a jusqu'à minuit. Là, c'est parti. Je commence par qui? Il y a le trésorier. Le trésorier, quand même. Le trésorier de l'association qui est là ce soir parmi nous. Vas-y, José, dis-nous tout. Alors, entre maintenant, ma question, c'est entre maintenant et 10 000 robots par an, la production. Qu'est-ce qu'il y a comme étape de prévu? Est-ce que vous allez faire quelques autres protos comme celui-là ou des protos V2 qui tiennent compte des expériences du V1 et V3, V4 comment vous voyez le passage jusqu'à le robot final de production? C'est une très bonne question. Donc là, faire ce prototype aussi vite, ça nous a permis d'identifier énormément de choses. Donc des bonnes idées, des mauvaises idées, des choses qui marchent. Il y a encore un énorme chemin à parcourir pour transformer ça en un produit industrialisable qui coûte pas trop cher à produire et qui est robuste, qui est fonctionnel. Donc là, on se lance dans une phase à l'heure actuelle qu'on appelle de concurrent engineering, où on va identifier les différents problèmes, mettre plusieurs solutions en face et essayer de trouver la meilleure idée en face. Donc ça, c'est une phase qui va durer 6 mois, je crois.
et qui va continuer après sur 1 an et demi pour arriver vers des prototypes de pré-production. Et voilà. Et donc, en fait, là, on a une période assez intense de 6 mois où on va faire toutes ces itérations. On va essayer d'aller le plus vite possible là-dessus. Mais on sait que ça va continuer derrière, sachant qu'il n'y a pas les mêmes cycles entre le hardware, donc la mécanique, l'électronique, et le software. Sur le software, on peut faire quelque chose de plus en itération, en intégration continue. Oui, on a donc justement un nombre de prototypes qu'on va faire qui est prévu tous les ans et ça monte tous les ans. Donc là, on prévoit en 2023, il me semble que c'est une quinzaine, et d'après, ce sera une soixantaine, ensuite 500 et ça va monter comme ça jusqu'à atteindre notre rythme de production. Et on essaye vraiment, on veut pouvoir faire aussi de la production en France et donc on crée un écosystème de la robotique derrière. On a plein de partenaires dans le monde de la robotique, dans le monde industriel, pour pouvoir mettre ça en place. Alors, au niveau question. Ah oui, bah ouais, on avait les mains levées tout à l'heure. Ah, attends, vas-y. Alors, j'ai plusieurs questions, mais on va commencer par le début quand même. On va commencer par le début quand même. Donc, déjà, niveau poignée de préhension, du coup, ça sert aussi à la détection. Et en plus, bah, du coup, est-ce qu'il y aurait différentes tailles de poignées, donc plus ou moins larges, pour pouvoir s'adapter du coup, à plus d'objets possibles, et aussi l'autonomie actuelle et l'autonomie visée. Allez. La deuxième question, le coût, l'autonomie, à quoi ça sert et est-ce que c'est dangereux? Alors donc déjà sur l'autonomie, là le prototype il tient à peu près 1h30 à l'heure actuelle et on vise 8 heures d'autonomie, donc il y a un énorme gap à franchir entre les deux. Après voilà, c'est une target, on verra bien jusqu'où on va et pareil on réfléchit aussi aux différentes solutions de recharge, possiblement de hot swap, de stations de recharge, etc. Donc voilà, mais la target c'est de pouvoir tenir une journée entière ou même voire d'avoir le robot qui est en utilisation continue pour pouvoir apporter le plus d'utilité possible. 1h30, 2 heures. Ouais. Sachant que c'est l'objectif. Le prototype dure 1h30, 2 heures et l'objectif c'est 8 heures. Et un truc qui est assez intéressant, c'est qu'étonnamment le système de stabilisation par exemple, ça consomme pas énormément parce que c'est que des micro-corrections qu'on fait pour rester en équilibre. Et donc à l'heure actuelle, c'est plus la tête qui consomme plus avec toute l'électronique embarquée. Non, le calcul, le processeur, il y a un projecteur aussi dans le visage. Et donc on va optimiser tous ces composants, redimensionner aussi la batterie et optimiser tout ça pour essayer d'atteindre les 8 heures. Et donc la deuxième question, c'était les poignées. Non, le but c'est vraiment d'avoir une poignée unique. Donc oui, elle sert aussi au robot à la voir. Elle est instrumentée. On met des choses dedans pour permettre au robot de la trouver. On a plein de petites astuces comme ça pour simplifier le problème. Et donc non, on veut adapter, on veut mettre les poignées sur différents objets, mais on ne fera pas des tailles différentes. Cédric Vasseur est de retour avec une question. Alors attends, vas-y mon petit. Allez. Alors je voudrais savoir comment il se localise dans l'espace, quels sont les outils, là, un lidar ou autre, je ne sais pas. Et j'avais une autre question, est-ce qu'il est pensé plus tard, ou peut-être maintenant, d'être compatible ROS, ou pour pas fâcher certains, MyRobotLab, sait-on jamais? Là oui, ça reprend les vieux débats qu'on a eu précédemment en apérobo, ça. Attends, c'était quoi ta première question? Ah oui, comment il fait pour se localiser? Donc l'idée en termes de hardware, on a plusieurs choses dans le prototype actuel en tout cas. On a une caméra 3D et RGB dans la tête, une RealSense, et une dans la base, RGBD, oui. Donc les RealSense, et ça c'est le prototype. Donc ça lui sert à se localiser, à repérer les poignées, les utilisateurs, les obstacles. On a aussi des capteurs d'évitement d'obstacles, des time of flight dans la base, donc qui lui servent à pouvoir naviguer et éviter les obstacles naturellement. Et donc la centrale inertielle aussi qui sert à la fois à l'équilibre et à se repérer. Et l'odométrie des roues, donc en combinant les 3 roues, des maths un peu relous et des informations sur la boule, on est capable aussi de se repérer à peu près relativement dans le plan.
C'est-à-dire genre... oui. Ouais, la boule est rugueuse. La boule est rugueuse, il y a 30 kg dessus. Enfin, il fait 28 kg le prototype. Donc elle glisse pas. Bon, par contre, par exemple, un sol mouillé ou autre, ça on n'a pas testé encore. Et sur des pentes, l'idée c'est de pouvoir aller dans des endroits standardisés, notamment qui sont équipés PMR, donc pouvoir faire des pentes de 5 degrés. Et de passer des petits obstacles aussi. Non, la boule elle est passive complètement, c'est une boule. Ah bah oui, je te l'ai dit, ce soir on va avoir des questions de partout. Alors Franck, dis-nous tout. Merci. Ouais. Ça marche? Ouais. J'avais une petite question sur les runes, l'utilité des runes. Et est-ce qu'il est prévu des QR codes, des choses comme ça pour reconnaître ces objets? Alors les gadgets qui accompagnent le robot, c'est quoi et comment ça marche? Donc les runes, l'idée c'est pour l'instant c'est basé sur une technologie de Bluetooth Low Energy et notamment sur un profil qui s'appelle le Angle of Arrival. Donc c'est un système qui permet de faire de la localisation. Donc on a une antenne dans le torse du robot, je sais pas si, ouais, bon, elle n'est pas visible, qui permet de localiser ses balises. Donc non, on n'a rien qui est basé sur des QR codes. C'est totalement de la communication radio. Et par contre les poignées, elles, ont des marqueurs visuels dessus qui nous aident aussi à les localiser. Oui, je vois. Ouais. Oui, lui, il avait des QR codes. Justement, on a des marqueurs visuels. Je crois que la technologie, c'est des Y-codes sur le prototype actuel, ou Y-con, qui nous aident à repérer l'orientation de la poignée en 3D dans l'espace. On remet la vidéo. Où il y a une question en ligne. Il n'y a pas de question? Question dans la salle. On a encore une nouvelle question dans la salle. Il y a Loïc qui veut revenir sur un sujet après. Mais la question d'abord. Vas-y, dis-nous tout. Okay. Moi, déjà bravo encore une fois pour ce que vous avez fait. Hein. En un an, c'est pas simple et avec ce budget-là. Et ensuite, ma question c'était par rapport au déplacement en fait, parce que le déplacement dans un lieu quelconque, il y a des portes, il y a des éléments. Donc, est-ce que ça impliquera que le robot soit utilisable uniquement avec une cartographie, ou est-ce qu'il y a entre guillemets un mode découverte ou quelque chose qui permette au robot de trouver le cheminement, notamment par rapport à ce que vous évoquiez sur la partie PMR, qui fait que certes il y a des accès PMR, mais tout l'hôpital n'est pas un accès PMR. Il y a d'autres endroits où effectivement il y aura un escalier, des choses comme ça, et ça peut être une problématique en cas de déplacement du robot. Question mobilité là. Allez, vas-y. Une question de navigation. Donc la question, si j'ai bien entendu, donc c'est comment il va se localiser et savoir les endroits où il peut aller, où il peut pas aller, notamment par exemple des escaliers. Donc oui, il ne sait pas descendre des escaliers, ni les descendre peut-être si on le pousse. Donc l'idée, oui, tu parlais d'une phase d'exploration. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit encore. En vrai, on n'y est pas encore. Mais on envisage plein de choses, notamment une phase d'exploration au moment de la livraison, de la mise en service du robot, ou de construire une carte statique prédéfinie de l'endroit où il évoluera. C'est des choses qu'on explore encore, sachant qu'un truc intéressant aussi, c'est qu'on veut pouvoir avoir une flotte de robots déployés sur le site, et donc avoir de la communication entre les robots, une gestion de flotte, et donc un partage d'informations aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et en fait, l'idée des escaliers, donc pourquoi on fait une boule et pas des jambes par exemple, le but c'est que déjà comme ça on peut apporter de la valeur, et c'est plus simple à faire que de faire un robot humanoïde avec des jambes. Et ouais, pour avoir travaillé sur des jambes un peu, c'est dur. Et donc la question sur Ross, c'est une très bonne question. Donc si vous avez vu mes vidéos, je joue un peu avec, je l'ai pas mal utilisé et exploré. Et donc les premiers prototypes qu'on a fait,
D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'une des premières choses qu'on a faites, c'était le ball bot, la boule en équilibre toute seule. En 3 mois, même pas, on avait un prototype qui fonctionnait. En fait, c'est des PIB, quoi. Ça marche plutôt bien. Après, quand tu rajoutes des bras et un corps en mouvement, ça complique un peu les choses. Et donc, on utilisait ROS. Et moi, en faisant des benchmarks, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques limites. Et c'est aussi un peu très lourd à utiliser en termes de SDK, d'installation, de temps de compilation. Enfin, il y a plein d'aspects comme ça un peu lourds. J'aime beaucoup les outils qu'il y a derrière. Et du coup, j'ai recodé la partie juste communication en me prenant exemple sur des choses que j'avais pu faire avant. Et ça a vraiment outperformé complètement juste cette partie-là, hein, pas toute la stack. Et du coup, on est parti sur ça. Mais je me pose la question encore maintenant de quoi faire avec. Notamment parce qu'on va aussi vouloir fournir le robot pour des chercheurs, donc il faudra probablement une compatibilité ROS pour faciliter l'adoption. C'était pas mal. Ah ouais, il y a MyRobot Lab, bah oui, projet open source, voilà, on parle de ROS mais pas de MyRobot Lab, donc voilà. Est-ce que ça tourne à 1 kHz Bon, ça suffit les questions maintenant, hein. Il y en a marre, monsieur. Hein. Bon, là, nouvelle question. Ah, alors le poids de la petite bête, 26 kg sur le stack à une vitesse maximum de 3,2 km/h. C'est-à-dire c'est un truc qui fait du racing. Voilà. Oui, normal. Donc Franck, oui. Est-ce qu'il y a des brevets dessus? Il est breveté ou pas? Il y a plusieurs parties. Alors je les connais pas tous en vrai, j'ai pas tout suivi, mais notamment le système de faire un ball bot articulé, donc avec des articulations dans le genou et la hanche. Les actionneurs aussi, alors on le voit pas ici, mais les bras et les poignets sont faits par notre partenaire Orthopus, qui a fait un actionneur de type quaternion. Donc on le voit là sur la main, et donc on l'utilise dans la main et dans le cou. Et donc c'est 3 moteurs en parallèle qui font une fonction sphérique. Donc ça, il y a des brevets dessus, je crois. Après, j'ai pas tout. Je les connais pas tous, mais oui, on a d'abord déposé des brevets. C'est aussi pour ça qu'on était en sous-marin pendant 1 an, le temps de faire le prototype et de breveter tout ça. Ah, il y a quelqu'un qui nous demande le robot directement, mais ça, on en reparlera, on va dire, sur un prochain projet, on va dire, mais pas directement dans le dernier bar. On verra, ce sera un autre endroit. Mais il y a des choses à voir avant, mais promis, il y aura quelque chose. Ouais, à l'heure actuelle, on a 2 prototypes. Ils coûtent cher, ils sont fragiles, donc on fait attention où on les amène. Puis il y a un peu de logistique autour encore, hein, ils se promènent pas dans la rue pour l'instant. Donc on en a un qui est entre Las Vegas et Tokyo, et l'autre qui était à Medikeynote aujourd'hui. Là, il y avait un événement public. Les pavés, mais c'est pas l'objectif, il n'a pas été conçu pour ça. Donc il sera pas pas de sitôt ici. Mais... Ça, c'est un point que tu n'as pas abordé pendant la présentation, c'est qu'il a fait un voyage à Las Vegas. Si tu peux juste nous en parler un petit peu. Donc ouais, l'idée c'est que on a conçu ce prototype, on était vraiment dans le secret pendant 1 an, et maintenant on l'a révélé au monde, donc en décembre l'année dernière, et donc on arrive sur une deuxième phase où on fait beaucoup de communication, et donc on apparaît dans tous les événements où on peut, et notamment on était au CES de Las Vegas, donc début janvier. Et donc on l'a présenté, on a fait venir des journalistes. Donc on n'avait pas un stand sur le salon, on avait une suite dans un hôtel où on faisait venir des gens sur rendez-vous pour avoir le temps de leur faire la démo dans des bonnes conditions. Et donc là vous pouvez voir, il y a des vidéos partout. On est passé à BFM, à M6, sur des médias américains aussi spécialisés en robotique, et ainsi de suite. Et du coup je suis allé voir aussi le CES, donc si vous avez des questions sur les robots au CES, je peux en parler. Sur quel salon on sera présent? Très bonne question. Alors, les gros événements qui arrivent, donc moi je pars à Tokyo vendredi là, mais on ne sera pas sur un salon, on va faire venir des gens. Et le gros événement qui arrive, c'est SXSW à Austin, au Texas, en mars. Ah non, pas en France. Et Vivatech. On prévoit des trucs sympas pour Vivatech. Ouais, clairement. C'est en juin.
Donc si vous voulez le voir, oui, vous pourrez être à Vivatech. Et donc on a aussi des événements de temps en temps en France où on essaye de l'amener. Donc on était au PIDS en Angers-les-Bains il n'y a pas longtemps, Madi Keynote aujourd'hui, et ainsi de suite. Enfin, ça enchaîne beaucoup. Ah ouais, bah ouais, il faudrait que tu l'emmènes à Versailles en fait. Non, promis, on va avoir quelque chose dans le futur où là, on va pas emmener le robot quelque part, c'est nous qui allons aller vers le robot. On veut du concret en fait, donc promis, on fera un petit retour par rapport à tout ça. Après, il y a juste à planifier le quand, du pourquoi, du comment, et puis promis, on reviendra vers tout le monde là-dessus. Alors, au niveau questions, on en a eu pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, si tout peut pas plutôt bien. Côté Zoom, eh ben écoutez, on se remet un petit coup la vidéo. Allez, c'est reparti. Donc non, franchement c'était super intéressant de voir ce projet qui a en fait seulement 1 an. C'est un travail de dingue. On voit tout ce qui a été fait, mis en œuvre, que ce soit déjà au niveau mécanique, design et tout ce qui a été fait aux alentours. Franchement, travail de titan. Travail de titan. Et on a une question sur Zoom. Oui. Alors attends, on monte le son. Voilà, ça y est. Salut, on te voit. Oui. Et vous m'entendez ou pas du coup? Parfait, on t'entend très bien. Ah, cool. Je sais pas si la question a déjà été posée, mais pourquoi est-ce que le robot fait 1m23, enfin je sais plus, c'était 1m30? Pourquoi est-ce qu'il fait pas 1m70 comme un adulte standard? C'est juste une question, je sais pas si ça a déjà été dit, mais... C'est une très bonne question. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit quand même suffisamment grand pour être capable de prendre un objet sur une table standard. Mais on veut quand même qu'il soit pas imposant. Enfin, son design, Ah oui. ça influe sur notre perception de ce qu'il est capable de faire et sur notre ressenti. Et donc le fait qu'il soit comme un enfant, on va aussi nous le percevoir plus comme un enfant et on n'aura pas la même attitude envers le robot. Donc il y a un truc assez intéressant dont on s'est rendu compte là en le présentant aux gens, c'est qu'il a un peu l'air fragile. Oui, quand il tend le bras, ça a l'air un peu fébrile, ouais. Mais bon, c'est normal aussi. Enfin, faut quand même déjà arriver à cette prouesse, donc c'est déjà assez incroyable de se dire que ça existe, quoi. Mais oui. Ouais. Mais du coup, il peut être perçu comme fragile tout en étant robuste. Oui, ok, d'accord. Je vous laisse Gamberge. Ok. Bah c'était plutôt pas mal pour ce soir. Hein. Donc bon, après le sujet était quand même, ça impose. Présenter Miroki, effectivement, robot du CES qui a été présenté. Ah, Miroki, d'où ça vient Miroki? Bon, je dirais c'est consonance japonaise, non? Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a Miro, donc c'est voir, et Oki, je crois que c'est l'autre en japonais, et donc le but c'est de voir l'autre. Et il y a toute cette notion d'altérité où en fait le robot nous reflète nous-mêmes. Le but c'est pas qu'il ait une existence propre, mais c'est que nous en interagissant avec lui, on se sente exister. Sur l'aspect un peu plus philosophique du sujet. Mais ça, Jérôme en parlera mieux que moi. Ok.
Bon bah écoutez, ce fut pas mal. Donc après pour la suite d'événements, je vous invite d'aller sur le site d'Enchanted Robotics directement. Ils ont plein de contenus, plein de vidéos. On voit un peu tout justement toute la vie qu'ils lui ont créée autour. Donc c'est plutôt sympa à voir aussi. Nous de notre côté, on va continuer dans notre coin. Pour la prochaine vidéo, ce sera pour le mois prochain. Donc on vous présentera d'autres robots, d'autres trucs super sympas. Pour Miroki, promis, on vous fera un retour, un feedback quand on le verra réellement devant nos yeux. Et on vous fera on essaiera de vous faire une petite démo vidéo justement sur ce robot-là. Sur ce, écoutez, nous on va continuer. On est encore à l'apéro, hein, donc apérobo. Et je vous dis rendez-vous mois prochain. Donc toujours pour les personnes qui sont loin, rendez-vous sur Zoom. Pour ceux qui sont en région parisienne, je vous invite de revenir nous rejoindre au dernier bar avant la fin du monde à Paris. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt et au prochain apérobo. Merci. Merci tout le monde et bravo.